Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinoche français. Aujourd'hui, on va se connecter sur alibi.com. Ne le faites pas en fait, ça vous renvoie sur un site de Philippe Lachaud, avec Philippe Lachaud et plein de gars de sa bande habituelle, donc on s'en fout. Et surtout, Nathalie Baye et Didier Bourdon. Avec moi autour de la table, j'ai Max Baxnar. Salut Daniel. Et Vincent Manilève. Bonjour. Bonsoir Romain. Et tu es encore au bureau ? Gourdon a avancé la réunion à demain matin. Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents. T'es où, bordel ? Je suis chez mes parents, t'attends. Cacher une infidélité. Oh putain. Ou encore préserver votre jardin secret. T'es là, bébé ? Ouais, je suis là. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie. Je viens vous voir pour un ami marié. Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami ? Son prénom, il s'appelle comment ? Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou papa. Bonjour Jean-Claude. Gérard. Alibi.com, c'est le nom d'une société que dirigent nos héros. C'est une boîte qui sert d'alibi pour les maris et les femmes un peu légers qui ont une vie parallèle et qui leur fournit des alibis clés en main pour quand il s'agit de faire. Mais non, pas du tout. J'avais une réunion de travail, j'avais un match de foot et qui leur fournit. Du coup, il les couvre. C'est un peu immoral, mais c'est le prétexte de cette comédie puisque le héros va tomber amoureux d'une fille et la fille, elle supporte pas qu'on lui ment. Alors comment c'est possible de garder cette fille et en même temps d'avoir une entreprise basée sur le mensonge? C'est tout le principe comique de ce film. Et je voulais savoir, est-ce que ça vous a incité à taper alibi.com, Vincent? Alors pas du tout. Le concept en soi de base m'intéressait pas mal, même si ça a reposé sur le principe du mensonge et donc de l'homme qui ment et qui va s'enfermer dans son mensonge progressivement jusqu'à ce que ça explose. Mais très vite, en fait, on voit que le film part dans deux directions. Il est il s'embrouille lui-même parce qu'il faut suivre à la fois l'intrigue autour du beau-père, autour du héros, et en fait, les scènes et toute l'histoire deviennent qu'un prétexte pour passer des gags. On en parlera, je pense, un petit peu, mais pour moi, c'était un énorme brouillard d'humour. C'est un film, on va dire que c'est toujours la promesse du cinéma français, c'est-à-dire il y a un concept de base. On l'avait vu par exemple l'année dernière avec Rupture pour tous, si je me souviens. C'est aussi le même concept. C'est un mensonge de base, basé sur une société, et le mec va rencontrer une nana qui évidemment n'aime pas le mensonge, et il va s'embourber dans le mensonge, et puis à un moment il y a des primes, et puis à la fin il la chope. Est-ce que Max, toi, ça t'a donné envie de monter ta boîte? Monter ma boîte, non, ça m'a pas non plus donné envie de taper alibi.com dans internet. Non, en fait, je rejoins complètement cet avis-là, c'est-à-dire que j'ai vu un prétexte assez qui aurait pu fonctionner en fait. Après tout, le prétexte sur une comédie, peu importe, c'est pas le prétexte qui compte à mes yeux, en tout cas dans une comédie. C'est les gags sont là. C'est les gags, voilà. Sauf que là, c'est une succession de gags dont quelques-uns fonctionnent, mais beaucoup ne fonctionnent pas. Ça marche essentiellement sur du détournement, de la parodie, du spoof. C'est très Scary Movie dans l'esprit, mais effectivement ça s'embrouille et ça tombe souvent à plat. Et il y a même des moments où j'étais assez gêné. Il y a deux trois scènes qui m'ont fait mourir de rire, et puis beaucoup de moments gênants. Et alors c'est ça qu'il faut dire, c'est que Philippe Lachaud, donc le réalisateur et l'acteur principal, et sa petite bande, c'est pas des débutants, c'est les mecs qui sont responsables. C'est la team Babysitting 1 et 2. Donc c'est des mecs qui s'appelaient la bande à Fifi quand ils étaient quand ils étaient sur Canal+, exactement. Et du coup, ils continuent un peu cet humour de vanne, je dirais un peu. Ils vont au casse-pipe parce que ils font 20 vannes, il y en a peut-être une qui marche, et moi c'est le sentiment que j'ai eu. Je sais pas si Vincent, toi, est-ce que des vannes mémorables? Alors je vais donner un avis général et ensuite je parlerai de chat et de roubignoles si c'est possible. Tu utilises les gens sur les couilles là. Voilà, non, mais je pense que c'est nécessaire pour comprendre un petit peu comment ça marche dans ce film-là. Il y a des blagues de cours de récré. Clairement, à un moment, ils jouent à la barbichette. À un moment, il y a la blague Superman, Spiderman, musulman. Enfin, c'est vraiment le niveau qu'il y a dans les blagues au niveau du texte et des dialogues. Sinon, c'est 80% de gags visuels. On tape dans un chien, on brûle un chien, on le jette au bowling, etc. Et à la fin, en fait, et je m'en suis rendu compte à ce moment-là, c'est que
les scènes sont des prétextes pour les gags et pas l'inverse. C'est-à-dire que quand on voit le personnage de, c'était Mehdi Saoun, je crois, le gitan. Voilà, le gitan. Surnommé le gitan, donc Monsieur Garcia, assis sur un banc avec les testicules à l'air, en fait, et qu'il se fasse attaquer par un chat méchant. Il y a toute une construction de presque 10 minutes de scène pour arriver à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il perde son pantalon, qu'il se retrouve en caleçon, qu'il ait un accident de voiture, qu'il s'assoie sur un banc et que son caleçon craque pour que l'on voit ses roubignoles tomber sur le banc et que le chat qui était dans la voiture l'attaque. Pour moi, je trouvais ça assez gênant de devoir faire tout ça pour un gars qui au final n'est pas incroyable. Tu mets le doigt sur un truc qui est propre à leur style, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de ce que j'appelle de build-up des vannes. On l'avait vu aussi dans Babysitting. Les mecs récupèrent à un moment une carapace rouge dans une fête foraine et ils la gardent pendant 20 minutes sous la main et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et à un moment, ils montent sur des cartes et paf, le gag fonctionne. C'est-à-dire que vraiment, tu as attendu très longtemps et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe avec cette carapace rouge? Et à la fin, il se retrouve à balancer sa carapace du haut de son carte et l'autre est esquivé alors qu'il y a une banane. C'est un peu ça. Et là, il y a quelques gags qui fonctionnent quand même en termes de build-up. Il y a des alors oui non, c'est-à-dire que je pense notamment à celui de Joey Star qui se retrouve à devoir cacher sa double vie avec son compagnon alors que le mec est un rappeur ultra badass, ultra viril, etc. Et c'est le même genre de principe, c'est-à-dire que pendant 3 plombes, tu vois le mec dans sa cuisine avec son cum, tu t'y attends dès le départ, de toute façon que ça va être ce genre de gag, et tu attends ce moment où il va lui mettre la claque, et ça traîne, et au moment où la claque part, c'est déjà trop tard, t'as même plus déjà envie de rire, en fait, c'est devenu lourdingue. Vraiment. Et moi, j'ai eu la sensation, c'est la scène du chat, c'est la même chose. J'étais mort de rire au moment où on voit les petites patounes du chat sur les yeux du gars qui est en train de conduire. Moi, ça m'a fait mourir de rire. Mais je suis en image de synthèse qui met les, non, mais voilà, c'est très, les pattes dans les yeux. C'est très Tom et Jerry, tu vois, c'est très cartoon à l'ancienne, quoi. Mais effectivement, au moment où on arrive sur Mehdi qui est assis avec les boules à l'air et qui se fait griffer par le chat, tu te dis, mais non. En fait, là, ça m'amuse plus, ça devient lourd. Vous êtes lourd, monsieur. Partez, quoi. Celle que j'ai beaucoup aimé, il y a une blague sur Assassin's Creed. Et il y a beaucoup de build-up et tu te dis, oh là putain, ils vont le faire. Et à un moment, ils le font, quoi. Au bout d'un moment, et tu te dis, bon, ok, je suis pas là pour rien, quand même. Eh ben, écoute, figure-toi, moi, je l'avais pas du tout vu venir, celle-ci. C'est une des seules vannes dont je me suis pas dit ça va se finir comme ça la scène. C'est une des seules que j'avais pas vu venir et j'étais mort de rire. Mais après voilà, fan de jeux vidéo forcément, le mec met la capuche, t'as le travelling avec le plan en drone qui dure 3 plombes, mais c'est exactement comme dans le jeu, et puis la chute est plutôt rigolote. On va pas nécessairement la spoiler ici, mais là pour le coup ça fonctionne parce que j'étais client à l'avance. Ils tentent beaucoup de trucs, quoi. Ils tentent de ramener beaucoup de trucs de références de jeux vidéo. La scène de Vador. Il y a une scène de Vador qui sabre laser qui dans sort de nulle part et qui est plutôt rigolote en fait. Qui est marrante, mais tu t'attends là encore à chaque enchaînement. Et je crois que ce qui m'a plutôt fait rire, c'est de me dire ils ont mis la vanne que j'attendais et il n'y a pas eu de surprise dans les vannes. Et puisqu'on parle de gêne, c'est vrai que je donnais ce ratio de une vanne réussie pour 20. Je sais pas si c'est le bon ratio, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a, Vincent, t'avais raison. Il y a pas mal de moments de gêne, et moi, celle qui m'a pas mal gêné, je sens que je vois dans tes yeux que t'as pas envie de t'en souvenir, mais je vais le tenter. Si je te dis Nathalie Baye, photo de Nathalie Baye, et si je te dis masturbation. Ah oui. oui. Elle est terrifiante, celle-là. J'ai cette photo qui revient en flash de temps en temps. Oui, effectivement, c'est dès le début du film, en fait. Mais là encore, c'est un gag qui est construit assez rapidement dans le film, parce qu'on voit Nathalie Baye, chez elle, remettre une photo droite, et on comprend un peu plus tard dans le film que c'est en fait le voisin qui s'introduit. C'est son rituel. Voilà, c'est son rituel. Il s'introduit chez eux à la fois pour nourrir le chien et aussi pour emmener la photo dans la chambre du couple. Et voilà, se masturber allègrement pendant de longues minutes. D'ailleurs, parlons-en du chien, parce que ça, c'est un truc qui revient en permanence dans le film. Il y a toujours ce chien qui se fait martyriser. La violence animale. Le chat qui se fait martyriser, les gamins qui sont martyrisés. Ça peut être très drôle sur un one-shot. Pourquoi pas, j'ai aucun problème avec le martyr d'enfant. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste qu'il y a cette redondance dans la vanne, dont je me suis aperçu que c'était aussi le cas. En fait, c'est le cas, je pense, chez ce gars, chez Philippe Lachaud. Je pense que c'est sa façon d'écrire, tout simplement. Mais il a ce côté comique de répétition à en devenir lourd au bout d'un moment. Et surtout à beaucoup citer ses références. C'est-à-dire que
j'ai vu Marie à tout prix, j'aurais vu hier soir Marie à tout prix, j'aurais vu Alibi.com, c'était la même chose parce que de toute façon c'est exactement les mêmes vannes, les vannes du chien, les vannes de testicules, tout ça tu l'as déjà dans Marie à tout prix. Babysitting déjà était un peu. Et Babysitting c'est une relecture absolue, c'est un crossover on va dire entre Project X et Very Bad Trip. C'est déjà de la citation à rallonge et j'ai l'impression que c'est la seule façon que ce mec a d'écrire. Je sais pas, peut-être que je me fais une idée, mais en tout cas, il y a ce côté très facile. Mais déjà, la parodie pour la parodie, c'est trop simple. Je sais pas si toi, j'étais pas du tout client sur Canal+. Toi, tu connaissais un peu la bande à Fifi, leur univers? Oui, moi je les suivais quand ils faisaient un peu leurs interventions en plateau sur Canal, donc c'était très on monte nos fesses, Fifi se retrouvait régulièrement en string, je crois, etc. Donc c'était déjà un humour très 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 potage. Donc c'est vrai qu'en découvrant Babysitting, c'était pas une énorme surprise, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une influence très très importante des comédies américaines, mais comme c'est des comédies qui ont déjà existé, effectivement, ça fait répéter et voilà. Je pense qu'on va se rafraîchir l'esprit avec une petite vanne. Oh, pardon. Mais c'est quoi ce bordel? On est d'accord qu'on arrête la mission? On n'arrête rien du tout, vous voulez dire? Je vais casser le carreau, je voudrais pas te blesser. Ça va? Tu sais ce que c'est ton problème? Tu sais pas mentir. Je vais te dire toute la vérité. Ah, c'est faux! Mais qu'est-ce qu'il te prend? Il a encore rien dit. Pardon. Alors, il y a tout un déluge de caméos au début. Il y a Vincent Dezania, il y a Joey Starr, on en parlait. Il y a Norman Tavo, donc Norman fait des vidéos. Il y a Philippe Duquesne, il y a Michel Larocque qui vient faire un peu la Michel Larocque. Il y a Cadmerade qui est... Je sais pas si on peut appeler ça qui est là, voilà, qui est posé là. On a Mehdi Sanoun, on en a parlé, il y a Nathalie Baye, mais on n'a pas parlé de vraiment le morceau de résistance, quoi, vraiment le bout de barbac, c'est Didier Bourdon. Et je m'engage, Didier Bourdon, je pense que c'est un authentique génie, c'est que même dans la daube, il donne tout ce qu'il a, il est toujours génial, et je pense qu'il a les meilleures scènes. Max, je vois les étincelles. Ah ouais. Moi je suis absolument fan du gars depuis toujours, évidemment j'ai la culture inconnue, et puis c'était de toute façon le meilleur des trois. Est-ce que ça suffit à sauver ce qu'il y a à sauver dans ce film? Je crois pas, mais effectivement il y a quelques interventions qui sont plutôt funky de sa part. Ouais, je sais pas si c'est. Je sais pas, il a un don. Moi, je trouve qu'il a vraiment un don pour la comédie. C'est-à-dire même quand le dialogue il est bas, il arrive à le monter à un autre niveau. Je sais pas si tu partages ça, Vincent. Moi, j'ai vraiment un crush sur Didier Bourdon. La petite blague qu'on vient d'entendre, c'est typiquement ça. En soi, c'est un dialogue assez classique, on va dire, mais lui, il arrive à donner l'intonation. Par contre, en fait, moi, Didier Bourdon, en fait, actuellement, j'ai un peu de la peine de le voir dans ces rôles-là, parce que là, en fait, il joue le rôle d'un bourgeois un petit peu qui a un chien blanc, et ça me rappelle un petit peu les Trois Frères, où c'était l'inverse, où c'était lui, le gendre, qui allait chez un bourge un petit peu pour tabasser voilà, c'est ça, pour tabasser un chien. Et j'ai l'impression de voir un basculement complet de ces rôles, mais effectivement, dans le fond, c'est vrai que ces interventions, et même si c'est quelques phrases à droite à gauche, on a toujours une affection pour lui de longue date, mais c'est vrai qu'il arrive à surnager un petit peu dans des scènes plutôt plates. Peut-être qu'à la différence aussi des autres, c'est que dans ce film, en tout cas dans Alibi, c'est qu'il arrive à faire passer de l'humour par ses expressions, par son physique. Il arrive à en jouer. Il n'a pas besoin nécessairement de parler pour être drôle. Il y a une scène de baise avec Nathalie qui est très très drôle. Contrairement aux autres acteurs, aux plus jeunes, qui se justifient. T'as l'impression qu'ils justifient systématiquement tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font. Il faut que ça soit justifié. Ce qui n'est pas du tout le cas de Bourdon, évidemment. Je trouve que Vincent a totalement raison. Il y a une espèce de basculement éthique presque du Didier Bourdon, puisqu'il est en train de reprendre ce que faisait Christian Clavier peut-être il y a 10 ans. Il est devenu littéralement un Christian Clavier de gauche, en fait. Alors que Christian Clavier, il continue à faire qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on va accueillir les Roumains, enfin cette espèce de filmographie très très bizarre dans laquelle il se dirige. Lui, je trouve qu'il est vraiment bon dans les esprits veules, quand il est vraiment méchant, quand il est vraiment mauvais. L'année dernière, il y a 2 ans, il y avait Le Grand Partage, où il jouait le rôle d'un bourge qui est obligé d'accueillir chez lui plein de sans-abri. Il y avait, je sais pas si vous l'avez vu, Jackie au Royaume des Filles, où il jouait vraiment un méchant, le film de Riyad Satouf. Il était génial. Il jouait un méchant, mais il était hilarant, quoi. Ouais. Et là, comme il est, je veux dire, même dans Fanfan la Tulipe, il est brillant, je veux dire.
le remake. Mais voilà, c'est ce qui fonctionne dans le film à mon avis, c'est que à chaque fois que Philippe Lachaud il a quelqu'un pour jouer la comédie vraiment, c'est que tout d'un coup le film devient complètement autre. Ça devient plus un ramassis de blagues. Tout d'un coup, on se rend compte que le matériel peut vraiment devenir bon si un bon acteur, quoi. Après, peut-être que la différence aussi, c'est que lui, il a la culture du café-théâtre, il vient de là, il a cette faculté d'improviser, et peut-être qu'il en a aussi, il en a peut-être abusé, je sais pas, pendant le tournage, mais clairement, lui, il a ce côté que les autres n'ont pas, qui est de pouvoir peut-être tourner autour du texte, alors qu'on sent que Lachaud et sa team, eux, ils sont vraiment engoncés dans un rôle. On sent qu'ils récitent plus des vannes qui ne font de l'humour. Je sais pas si ça a du sens que je dis. Non, mais tu as totalement du sens. Dans le sens, maintenant, je suis en train de me remémorer les mecs de sa team, quoi. Et ils sont un peu transparents, quoi. Ils sont un peu. Tu pourrais prendre n'importe quel acteur jeune à la place. En vérité, tu peux prendre un Ninet à la place de. Ils sont tous les trois. Lachaud, ils sont tous les trois transparents. C'est-à-dire que chacun des trois rôles principaux, des trois petits jeunes là, c'est le blueprint, c'est le schéma du stéréotype dans une catégorie. C'est-à-dire que t'as le beau gosse à qui tout réussit, qui est donc évidemment le héros. Il va récupérer la plus belle meuf. Il a de la thune parce que il est chef d'une start-up qui déchire, etc. Auquel je n'ai pas cru une seule seconde. Bien sûr. Mais tu vois, pour moi, ce mec, son personnage, je ne sais pas si c'est imputable à cet acteur particulièrement, à Philippe Lachaud, ou si c'est son personnage ou ses personnages en général, la façon dont il les écrit. Mais moi, j'ai cette sensation d'avoir un avatar dans un jeu vidéo. C'est Link dans Zelda, c'est le mec. Tu vois, on peut éventuellement s'identifier à lui, mais en tout cas, il n'y a pas d'aspérité, voilà. Et il est un peu. T'as pas tort, on dirait Ryu dans Street Fighter, quoi. C'est le personnage moyen. Bien sûr. Et puis en face, à côté, tu vois, il y a toujours les faire-valoir, il y a toujours le sidekick, mais le faire-valoir, t'as typiquement le geek qui va emballer, parce qu'il est bourré en fin de soirée, il va emballer une vieille qui est absolument affreuse, mais pour lui, c'est le Graal. T'as le mec d'origine maghrébine qui va s'en manger plein la tronche et qui va se retrouver avec les réfugiés au poste. C'est toujours des faire-valoir à côté qui sont très stéréotypés. Ça fait penser un peu à du sous Edouard Baird, quoi. C'est-à-dire Edouard Baird, il y a vraiment une vraie écriture, une vraie, même presque Enego. Et là, c'est presque, c'est très limité. Ça, je trouve que ça montre très vite ses limites. Et ils mettent d'autant plus en valeur le jeu de Bourdon et Nathalie Baye, parce que je me rappelle d'une scène, d'un dialogue entre Philippe Lachaud et Julien Arrouti, je crois, c'est bien ça. Ouais. Où ils sont devant la voiture et puis ils parlent de pourquoi Philippe Lachaud ne s'engage jamais, etc. et pourquoi, blablabla. Et on a l'impression qu'en fait, on est un peu dans un manga, un peu, et ils posent les mains comme ça sur leur hanche et fait, dis donc, pourquoi tu fais pas ça et tout, tu devrais t'engager, t'es quelqu'un de bien, etc. Et l'intonation. Une bonne scène d'exposition bien relou. C'était affreux. Et voilà, et je pense que ça participe à la meilleure qualité du jeu de Bourdon et de Bien sûr. Ouais, du coup, est-ce que c'est pas un peu du nivellement par le bas, je sais pas. Bon, on va statuer là-dessus, et on a une espèce de néo-tradition dans l'émission, c'est de savoir pour combien on y va. Et donc, allez Max, lance-toi. Ma réponse est très simple. Combien tu mets sur la table? Je mets 4 €. Parce que c'est le prix des tickets MK2 dans le CE de mon entreprise. Voilà. C'est totalement valable. Ouais, et ça les vaut donc? 4 €, ça va. Ou 4 €, ça va. Et toi, Vincent? Moi, si on a une carte... Tu n'as pas le droit de payer le jeu carte de marche. Je mettrais maximum 6 €. Mais rien que pour se rendre compte que c'est une comédie qui touche tout un tas de publics, parce que quand j'y suis allé, il y avait des personnes âgées, il y avait des très jeunes, etc. Et je pense que c'est un film qui peut potentiellement marcher. Parce qu'il touche un public peut marcher. Très Babysitting, premier du nom, avait cartonné, quoi. Ouais. Donc 6 € quand même, c'est... 6 €, c'est généreux, je trouve. 6 €, pour moi, c'est le haut du panier, là. J'ai envie de faire confiance à la comédie française. C'est un étudiant riche, là, du coup, 6 €. Ouais. Bon, alors, passons. Maintenant, vous savez, il faut préparer des petites recos. Oui. Et j'espère que vous avez des petites recos. Vincent, qu'est-ce que tu as en stock pour nous à recommander? Alors, je vais citer un film avec Adam Sandler, mais je m'explique. Pour moi, c'est un très très bon film. C'est Le Mytho, puisqu'en fait c'est donc un autre film de menteur qui s'enfonce dans ses mensonges perpétuellement, etc. C'est avec Jennifer Aniston, et pour moi c'est une très 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 bonne comédie où justement il y a un fil directeur dans le film, ça ne s'embrouille pas, ça ne part pas dans tous les sens. Les gags sont vraiment au service de l'intrigue, de la construction des personnages, et honnêtement je crois que c'est vraiment un de mes films préférés, et pour moi c'est un film sur le mensonge réussi, sur le gag à la fois comique et textuel, qui est vraiment très très intéressant.
Et toi, Max? Alors écoute, j'ai réfléchi à plusieurs options. Je me disais que peut-être c'était l'occasion de parler de Step Brothers et Ah, donc vous êtes très ricain là. Adam McKay. Ouais, désolé pour le coup. Il y a pas de souci. Hein, et le faire recommander du LOL. Après, non, je me suis dit que j'allais parler d'un petit film totalement inconnu, un truc que personne n'a jamais entendu parler, qui est pour le coup américain, qui s'appelle La Casa de mi Padre, donc la maison de mon papa, c'est de l'espagnol. C'est un western, une sorte de western mexicain avec Will Ferrell, Gaël Garcia Bernal. Et j'ai oublié son nom, mais c'est le monsieur qui est le personnage principal masculin dans Star Wars Rogue One. Bref, j'ai oublié son nom, mais peu importe. Et donc l'idée, c'est Will Ferrell. C'est un film, déjà, il faut préciser, c'est un film qui est en espagnol intégralement. Ouais. Will Ferrell parle en espagnol du début à la fin, avec un accent absolument atroce. Déjà, ça me fait rire. T'y crois pas une seule seconde. C'est à mourir de rire. C'est tourné comme un western mexicain des années 40. Il y a zéro moyen. Il y a notamment un gag assez redondant avec une peluche qui est censée être un félin qui apparaît dans des scènes un peu oniriques, etc. Il y a Gaël Garcia Bernal qui fait un parrain de la drogue qui est tellement badass qu'il fume 2 cigares en même temps. C'est complètement absurde. Moi, c'est l'humour que j'adore. Il est excessivement mal noté sur les sites Metacritic, Rotten et tout ce que tu veux. Mais peut-être que dans 10 ans, ça va devenir quelque chose de culte. Mourir de rire. C'est sorti il y a 2-3 ans, je crois. Et voilà, La Casa de mi Padre, c'est délirant, c'est vraiment délirant. Et dis-nous, Casa de mi Padre. La Casa de mi Padre. Bah, gracias. Je me rends compte que j'ai pas donné le prix pour Alibi.com. Je mets 4 €. Parce qu'il y a quand même quelques bonnes vannes. Et Marocco, écoutez, je vais recommander une autre comédie avec l'histoire d'un mec qui est un chef d'entreprise et qui est vraiment un peu mytho, mais en plus lui il est un peu creepy. C'est 50 Shades Darker, enfin le 50 Shades of Grey 2. Et pourquoi je recommande ça? C'est parce que je me suis vraiment marré, j'ai vraiment ri à plusieurs répliques et à tel point que la meuf assise devant moi, elle s'est retournée genre qu'est-ce qui se passe? Il est mort de rire. Et c'est rare que déjà je rire autant déjà dans une comédie française parfois. Et là en plus vraiment c'était pas volontaire. Et la séance a été sublimée puisqu'il y a un mec assez mythique de la séance UGC qui était des salles UGC qui rit comme un canard. Vous l'avez peut-être déjà eu dans votre salle et il riait comme un canard et ça a ajouté une dimension comique à ce que j'étais en train de voir, à cette espèce de facsimilé de gens dans des conditions méga riches et qui sont en train de nous vendre une espèce de sexualité qui n'existe pas. Vraiment, donc si vous voulez rigoler, alors je disais 4 € pour Alibi.com, je mettais pas plus de 2 € pour 50 Shades 2 là. J'ai pas ce prix-là dans le CE de ma boîte, donc non. Mais voilà, par accident j'ai rigolé à ça, donc voilà. Merci au très zen Jules à la technique. Pour nous retrouver, MDR, c'est sur iTunes et sur toutes les applis dédiées au podcast, sur SoundCloud, etc. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et même d'en parler autour de vous, sauf parfois aux réalisateurs des films qu'on casse. La semaine prochaine, on a un rendez-vous avec Rock'n'Roll et je vous dis ça, c'est tout un programme. Salut à tous, c'est César Monterol. Vous en avez marre, lors d'un apéritif dînatoire, de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail? Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séance Radio, disponible en podcast sur iTunes, SoundCloud et toute autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie?